Bienvenue dans ce nouveau débat sur la dynamique et les enjeux logistiques en Méditerranée. Alors, dans un contexte de mondialisation et d'une Méditerranée en plein bouleversement sociopolitique, le développement du commerce agricole méditerranéen est de plus en plus déterminé par les capacités des pays à se doter d'infrastructures modernes pour fluidifier les échanges, faciliter la circulation des marchandises et garantir une meilleure sécurité alimentaire. Alors, pour traiter de ce thème, nous accueillons Sébastien Avis, administrateur au SIAM, Monsieur Mohamed Benzine, chef du département produits frais à l'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations du Maroc, et Monsieur Patrick Germer, directeur général de l'agence maritime Rommel. Vous êtes également logisticien, portuaire et agent de ligne. Alors, ce débat, nous l'avons articulé sur la sortie d'un excellent rapport Méditerra, qui est sorti cette année, au mois de février 2014. Rapport Méditerra qui a été coordonné par M. Sébastien Avis. Pourquoi ce rapport, d'abord Méditerra? Vous allez nous raconter l'histoire de ce rapport et pourquoi avoir choisi le thème de la logistique et du commerce agroalimentaire, un défi pour la Méditerranée. Merci Michel de cette question qui fait une passerelle avec la table ronde précédente où on a évoqué le rôle du SIAM, cette organisation qui travaille pour 13 États méditerranéens, dont le Maroc. Le SIAM a eu en fait une commande il y a, à la fin des années 90 de la part de ces pays de faire tous les ans un rapport régional pour penser la Méditerranée, pour l'observer, comprendre ses dynamiques, comprendre les grands enjeux et essayer d'identifier en fait des défis, des mécanismes de coopération potentiels autour des grands dossiers agricoles, de sécurité alimentaire ou de développement durable. Donc ce Méditerra 2014, c'est le 14e rapport du SIAM de ce type. Nous avons plusieurs publications. Méditerra, c'est notre rapport principal. Et c'est un rapport dont le choix thématique est le fruit d'une concertation entre les pays. Donc chaque année, ils décident de consacrer l'édition suivante à un thème, compte tenu d'objectifs, d'enjeux qu'ils ressentent pour mieux comprendre certains phénomènes. Et ils ont décidé en 2012 que l'édition 2014 devait porter sur la situation des échanges agro-commerciaux dans le bassin méditerranéen, avec un regard précis sur les enjeux logistiques, qui nous a permis en fait d'activer pendant 2 ans un réseau d'expertise, à la fois des chercheurs, des journalistes, des logisticiens, des professionnels des échanges commerciaux sur ces questions. Donc Méditerra, c'est 80 personnes mobilisées à peu près en expertise et en compétences, qui pendant 2 ans a travaillé ensemble pour produire un rapport régional, qui est une photographie en dynamique et qui a bien montré que la variable logistique était au cœur des enjeux d'échanges agro-commerciaux dans cette région, soit pour les doper, soit pour parfois les freiner ou les handicaper. Et que si on améliorait la performance logistique de ces pays, à la fois au niveau international, mais aussi dans leurs échanges internationaux, c'est la compétitivité de leur économie et de leur tissu agro-industriel qui était améliorée. Donc c'était intéressant de faire ce rapport et qui a montré aussi la nécessité de faire davantage dialoguer les logisticiens d'un côté avec des professionnels agricoles de l'autre, pour essayer de les faire travailler davantage ensemble, puisqu'en fait, ils travaillent parfois séparément, mais dans un objectif commun de sécurité alimentaire et de commerce. Vous avez présenté ce rapport récemment au ministère de l'Agriculture, et je me souviens vous avoir entendu dire que c'était un rapport sans complaisance, avec des idées pas très consensuelles. Oui, il y a quelques idées parfois reçues sur la Méditerranée d'un point de vue commercial, celle qui consiste à penser que les pays méditerranéens n'échangeraient qu'entre eux, alors que 2/3 de leurs échanges agro-commerciaux se fait avec le reste de la planète, ni avec des pays européens, ni avec des pays méditerranéens. Alors, on en a parlé un peu précédemment, mais je saisis l'opportunité de la composition de cette table ronde. Mais je crois savoir que le Maroc aujourd'hui exporte beaucoup de fruits et légumes vers le marché russe en utilisant une plateforme située dans le nord de la France, à Dunkerque, pour justement faciliter, fluidifier les échanges. Et la logistique, c'est pas autre chose que de rapprocher l'offre de la demande. Donc ce rapprochement autour de produits frais sensibles
qui doivent répondre quand même à une triple exigence qui n'est pas simple, hein. Plus loin, plus sûr, plus vite. Donc tout ça nécessite de l'optimisation des dispositifs, de la concertation entre les différents acteurs d'une filière qui est quand même vitale. Et ça, c'était une idée reçue de sortir de l'idée, en tout cas, qu'il y avait un entre-soi méditerranéen dans le commerce agricole. L'autre idée reçue serait de penser que la logistique en Méditerranée serait aboutie. Il y a des grands problèmes encore d'optimisation des ressources logistiques et notamment des déficiences en termes de complémentarité logistique. Il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des politiques de développement logistique et agroalimentaire ces dernières années qui ne sont pas forcément compatibles les unes avec les autres. Ce qui fait qu'à nouveau en Méditerranée, on a parfois l'impression d'une course en solitaire plutôt qu'un travail multilatéral très affiné pour peser davantage ensemble en termes de performance logistique. Et donc ce rapport vient aussi pour rappeler que les Méditerranéens, dans leur économie nationale ou locale, sur le terrain agroalimentaire, ne seront que plus forts que s'ils sont unis. Et donc c'est très bien de développer de grands ports internationaux, simplement il n'y a peut-être pas de la place en Méditerranée pour que chaque pays riverain ait un grand port de commerce international agricole. Justement, on reviendra sur ce sujet du tissu portuaire de la Méditerranée, toujours plus loin, toujours plus frais. Justement, on est dans le secteur des fruits et légumes. Monsieur Benzine, vous êtes chef du département produits frais de l'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations du Maroc. Comment fonctionnez-vous aujourd'hui pour expédier des produits sur la Russie notamment, pas que sur l'Europe? Merci, M. Patrick. Donc, effectivement, le Maroc a mis beaucoup de potentialité sur la production agricole. Je m'explique d'abord, depuis le lancement du plan Maroc vert au Maroc, donc le Maroc a été bien clair. Il visait un doublement de la production et aussi de l'exportation. Donc, on produisait à peu près en agrumes 1 200 000 tonnes. Cette année, on est à 2 200 000 tonnes. Et même, c'est-à-dire, on n'est même pas à 2020. 2020, vraiment, pour atteindre les 2 500 000, même 3 millions de tonnes d'agrumes. Aussi pour les primeurs. Donc, les primeurs, on arrive à produire pas mal de quantités. L'export, donc, on exporte entre 1 200 000 tonnes, 300 000 tonnes. Et nous visons à atteindre les 2 500 000, donc 2,5 millions de tonnes. Et tout cela, avant de parler de la logistique, il faut parler d'autre chose. D'abord, il faut encadrer les producteurs, il faut mettre des systèmes de qualité très draconiens et très drastiques sur le plan de qualité pour pouvoir répondre à une demande des marchés extérieurs qui sont trop exigeants sur la qualité et la sécurité sanitaire des aliments. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'encadrement, de travail sur le terrain. Donc le ministère de l'Agriculture, il a tout fait, il a tout mis pour pouvoir être à la hauteur des demandes. Troisième chose, sur le plan logistique, je crois que, à part s'il y a un défaut sur le volet logistique, ça ne va que freiner, ça ne va que perturber cette politique agricole adoptée par le Maroc. L'établissement là où je travaille, donc nous avons deux activités principales. D'abord, nous sommes chargés de garantir cette qualité à l'export vis-à-vis des normes et des lois en vigueur pour chaque marché. Et deuxième chose, faire une coordination entre ces exportateurs. Donc, c'est-à-dire gérer tout ce qui est flux, gérer tout ce qui est offre Maroc sur un marché pour bien préserver, bien sûr, le prix, les intérêts économiques de chaque exportateur et essayer d'offrir un produit noble, de qualité sur le marché. Est-ce que vous commercez avec les pays voisins comme l'Algérie Bon, malheureusement, vous connaissez tous que maintenant les relations entre Maroc et les frontières sont pas encore libres. Sachant que pour aller du Maroc à Alger, il faut passer par Marseille. Oui, oui. Je crois que, bon, si jamais ces frontières-là, ils sont libres, je crois que, bon, il y a un grand tonnage qui peut être exporté vers l'Algérie.
mais nous exportons, comme a dit Alice tout à l'heure, que nous exportons beaucoup de produits sur le marché européen. Les primeurs, c'est presque 90 à 95% de produits sur le marché européen. Les agrumes, c'est beaucoup plus la Russie, avec 50-52% de tonnage d'export. Monsieur Germer, vous êtes logisticien, directeur général de l'agence maritime Rommel. Alors, vous travaillez un peu avec tout le monde, tous les ports, Agadir, Dunkerque, Marseille. C'est vrai. Merci d'abord, Monsieur Bru, de m'avoir invité à cette table ronde. Merci à mes deux précédents en personne de Sébastien et Monsieur Mohamed pour l'intervention. Effectivement, donc, je représente une société privée qui a le siège social basé à Dunkerque. Alors Dunkerque a l'importance, notamment au moment du fruit, mais je sais qu'on va beaucoup parler de la Méditerranée. Mais Dunkerque, c'est quand même le premier port de fruits français. Donc nous sommes avec d'excellentes installations portuaires, ce qui m'a permis, via ce port, de me développer dans d'autres agences et d'apporter mon savoir-faire sur les ports donc, de Montoire, du Havre, de Fos-sur-Mer. Vous avez créé une ligne récemment qui va vers la Russie. Oui, la Russie, comme pour revenir sur la position géographique de Dunkerque, vous savez que Dunkerque, c'est le port le plus proche de Saint-Pétersbourg au niveau des ports français. Donc on a à ce jour le seul port qui travaille sur Saint-Pétersbourg en liaison directe avec un transit time de 4 jours. Et comme vous le savez qu'aujourd'hui, dans le domaine du fruit et légumes, le transit time est quelque chose d'important. Donc on a des liaisons directes qui partent toutes les semaines avec plusieurs armements. Au début, on n'avait qu'un seul. Maintenant, on a 3 armements qui représentent des armements comme CMA, comme FESCO, comme Unifeeder, représentent le pavillon dunkerquois pour la Russie. Alors on a complété cela avec nos amis marocains, qui aujourd'hui est un bon partenaire du port de Dunkerque. On a une ligne hebdomadaire également. On fait énormément de tommage, aussi bien dans les agrumes et autres. Donc avec un transit time court, parce qu'on a des lignes directes qui font Agadir, Saint-Pétersbourg. Mais aujourd'hui, grâce au bon travail fait entre les différents ports marocains et le commercial donc, du port de Dunkerque, on a aujourd'hui des lignes qui font Agadir, Dunkerque, Dunkerque-Saint-Pétersbourg. Alors, Sébastien, Abyss, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée de dire que la logistique est imparfaite en Méditerranée? Si oui, pourquoi Comme on a dit précédemment, rien n'est parfait dans le monde et en Méditerranée non en particulier sur ce terrain logistique parce que les exigences sont considérables. Ça a été dit par Monsieur Benzine, exporter des produits c'est difficile. Les cahiers des charges sont de plus en plus complexes, les attentes des consommateurs sont gigantesques, il y a ces objectifs de temporalité qui sont des pressions supplémentaires et quand demain le fret maritime va à nouveau connaître un emballement de son prix parce que le coût de l'énergie repartirait à la hausse, n'oublions jamais que la crise alimentaire de 2008 a été très forte parce qu'on a eu en parallèle une poussée du prix de l'énergie et une poussée du fret maritime, à la différence des épisodes inflationnistes agricoles de 2010 ou 2012. Donc 2008 a été un épisode très particulier parce que pour transporter ces produits alimentaires, le coût du fret était aussi très fortement à la hausse. Donc on sait aujourd'hui que pour des pays qui ont ces besoins d'échanges commerciaux agricoles, ce qui se passe sur les mers va être déterminant. Donc l'optimisation logistique des routes maritimes, elle est de toute façon un challenge à relever. Pour ces pays méditerranéens, il ne faut pas oublier non plus qu'avant de pouvoir exporter, de charger sur les ports, il y a une vraie difficulté de désenclavement des productions locales à l'intérieur même des pays. Donc quand on est au fond du Maroc, dans une région de production agricole, pouvoir acheminer ces productions sur les centres de collecte puis d'exportation, c'est déjà un itinéraire assez complexe qui montre que le passage des champs à la table, comme on disait aussi tout à l'heure, est extrêmement laborieux, nécessite en fait d'avoir une approche très intégrée des filières agricoles et de cette problématique alimentaire en général, et que quand on parle de sécurité alimentaire, le travail de monsieur sur la logistique est tout aussi important que le travail de notre ami marocain qui met à l'export les productions marocaines, que du fait là, qui est au fond de sa collectivité locale et qui parfois n'a pas forcément la connaissance
ou la perception juste qu'une partie de son activité va aboutir à l'autre bout de la planète. Parce qu'aujourd'hui, savoir que des produits marocains sont consommés sur des tables russes, ça ne va pas de soi, a priori. Et c'est là l'intérêt de ce sujet, c'est qu'on montre bien, à travers la logistique, la capacité de toucher des marchés de plus en plus lointains, tout en répondant à des exigences normatives et sanitaires très fortes, grâce au travail effectué par des opérateurs du développement et des logisticiens comme le fait M. Germer. Donc ça montre bien qu'il y a des déficiences, mais en même temps il y a des dynamiques, il y a des mouvements, et que rien n'est figé dans cette Méditerranée, et que quand les portes parfois sont fermées à proximité, on est aussi capable de toucher et de conquérir des marchés plus lointains. Est-ce qu'il ne manque pas à la Méditerranée un port de la taille de Rotterdam? Il y a le port de Tanger-Med quand même qui a certaines ambitions non négligeables. Maintenant, on sait très bien aussi qu'il y a des ports en Méditerranée qui ont un potentiel, et là on dépasse le cadre agricole, mais le port du Pirée a un potentiel très fort en termes de commerce et d'acheminement de produits sur le marché européen. Le tout est de voir aujourd'hui comment s'effectue la transition et la modernisation du port du Pirée, puisqu'on sait qu'une partie de ce port en Grèce, historique dans l'histoire du commerce maritime méditerranéen, est détenue par une société chinoise qui a visé un port méditerranéen précisément parce que la Méditerranée reste un grand couloir commercial de transit d'un certain nombre de produits stratégiques. On parle souvent du pétrole et des hydrocarbures, mais n'oublions pas que sur le terrain agroalimentaire, c'est aussi un grand couloir stratégique pour la planète. Je rappelle que la Méditerranée absorbe 30% du commerce mondial. À peu près, oui, en fret aujourd'hui, en circulation de tout produit confondu. Oui. Justement, en parlant d'équipement, monsieur Germer, vous évoquiez tout à l'heure, on a discuté, la problématique du froid dans les ports, les différents ports. Est-ce qu'ils sont tous suffisamment pourvus en entrepôt froid? Je dirais que si je prends l'exemple de la Méditerranée, on a malheureusement des ports qui sont super bien équipés et qu'on n'utilise pas. Si je prends l'exemple de Sète, voilà. Sète, vous avez un superbe outil de travail qui est borraqué et qui est malheureusement pas ou peu utilisé. Par contre, à Marseille, on a aujourd'hui des lignes qui viennent de l'Israël. Vous avez un énorme volume de fruits qui vient, où je reçois même dans 2 jours des clients israéliens qui me demandent de développer la partie logistique. Parce que c'est pas uniquement la partie maritime qu'il faut regarder, c'est après, une fois que le produit arrive à quai, que là, il faut travailler. Et donc, on a justement toute cette chaîne de logistique qui doit se mettre en route. Et aujourd'hui, malheureusement, nous devons constater que nous n'avons pas d'entrepôt suffisant sur la zone de Fos-sur-Mer. Nous n'avons qu'un seul entrepôt en froid. Donc après, il faut faire quelques kilomètres, 25, 30, 40 kilomètres, pour pouvoir trouver dans la zone de Cavaillon ou Cabane, voire d'autres Saint-Martin-de-Crau, pour trouver des équipements en logistique, en température, qui puissent nous recevoir la marchandise. Tout ça, forcément, ça a des coûts. Donc tout d'abord, moi je dirais qu'il y a peut-être cet aspect-là à regarder, notre outil portuaire, borraqué, pour pouvoir améliorer effectivement nos équipements, comme le font nos voisins. Vous avez cité tout à l'heure Rotterdam. À Rotterdam, vous avez la possibilité d'avoir des équipements borraqués, ce qui permet donc une rapidité dans la logistique extrêmement importante. Alors, monsieur Benzine, bon, vous travaillez beaucoup avec Tanger-Med. Comment ça se passe sur ce port? Effectivement, donc, comme je disais tout à l'heure, donc, la qualité, donc, il y a un temps, c'est-à-dire que nous sommes dans une course contre le temps, c'est-à-dire c'est essayer de faire la récolte et d'essayer d'être sur le marché dans le délai le moins court. Et vous savez que l'établissement il a pris une politique, c'est-à-dire d'essayer d'écourter ce temps de contrôle et de le réduire au maximum. C'est-à-dire faire le contrôle à domicile, dans les stations de conditionnement, dans la production, et nous sommes arrivés à 100%. Actuellement, on est passé à un système de contrôle interne, essayer d'encadrer, d'encourager les gens à adopter un système de contrôle interne de la qualité. Mais ça, parfois, ça arrive que soit il y a des accidents de la route ou quelque chose, que nous devons faire des contrôles à Tanger-Med. Donc Tanger-Med, pour éviter un goulet d'étranglement au niveau de Tanger-Med, on a doublé le scanner, c'est-à-dire pour scanner le produit avant d'export. Donc ils ont doublé le mode scanner. Et parfois,
Donc, la question que vous avez posée, est-ce qu'il y a des entrepôts frigorifiques à Tangemed? Il y avait défaut. Donc, actuellement, Tangemed, on vient d'avoir une réunion avec les gens de Tangemed. Ils ont confirmé qu'ils sont en train de construire et de faire des extensions de capacité frigorifique à Tangemed pour pouvoir séjourner des produits si nécessaire. Donc, c'est quelque chose qu'on développe et qu'on va même doubler la capacité de transit des fruits et légumes à travers Tangemed dans un délai beaucoup très court. Alors, vous avez monté un projet de coopération entre le Maroc, coopération dans le domaine de la logistique, bien évidemment, entre le Maroc et la région Languedoc-Roussillon. Ouais. Un projet sur 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Oui, bon, ça rentre, bien sûr, ça rentre dans la politique du nouvel gouvernement au Maroc. Il y a le plan Maroc vert, ministère de la Culture, mais aussi pour le ministère du Transport. Donc, il y avait une signature de convention de partenariat entre le Maroc et la région de Languedoc-Roussillon sur 3 ans et qui est axé sur 5 axes principaux. D'abord, une observation de flux de marchandises entre les 2 régions, c'est-à-dire faire une étude. Le thème de référence sont là. On va bientôt lancer l'étude pour voir recenser tous les produits qui sont échangés et qui traversent les 2 rives. Ensuite, deuxième axe, c'est optimisation de supply chain de l'import-export entre les 2 rives. Et ça va consister d'abord faire des ateliers entre les 2 rives avec la présence des autorités régaliennes, comme la nôtre, pour pouvoir aider à la fluidification de ces échanges. Deuxième chose, c'est faire un diagnostic détaillé de tous les produits qui sortent et qui rentrent, et puis essayer de mettre un programme d'action conjointe. Ensuite, troisième action, la 4e action, c'est l'organisation d'une rencontre B2B entre vraiment des opérateurs armateurs et les exportateurs marocains et les autorités pour pouvoir mettre en œuvre toute la stratégie adoptée par le ministère. Troisième axe, c'est le partenariat, parce que vous savez, au Maroc, nous avons un cluster logistique qui est Logipol, qui est situé à Agadir. Donc, on doit faire une convention, un partenariat entre ce Logipol et les partenaires de la région Languedoc. 4e axe, c'est de développer des projets de zone logistique qui s'intitule entre des visites d'une délégation française au Maroc et vice-versa pour pouvoir échanger. Et le 5e axe, qui est le très primordial, c'est un facteur de réussite des projets, c'est la formation. Parce qu'on doit toujours faire profiter les encadrants, c'est-à-dire les techniciens marocains, de l'expérience de leurs homologues dans ce domaine de logistique. Et je crois que ce projet-là, il est déjà mis en route. Donc bientôt, ça va commencer et on va récolter, Inch'Allah, le fruit de ce partenariat. Vous avez commencé à faire l'inventaire des produits que cela concernait, plus particulièrement les fruits et légumes? Bien sûr, bien sûr. Parce que Quels sont-ils, pardon? On n'a pas encore... la dernière réunion qu'on a tenue, ça fait maintenant 10 jours. On va prendre 2 ou 3 chaînes de produits, à savoir les fruits et légumes, à savoir les produits de la pêche et à savoir les produits de la conserve terroir. Donc on va essayer de voir là où on peut aider ce plan de Maroc vert. Sébastien, ça va dans le bon sens, cette coopération dans le domaine de la logistique? Absolument, c'est un projet qui d'ailleurs me fait dire qu'il serait très important que nos partenaires marocains et les représentants de la région Languedoc-Roussillon, où se situe l'un des 4 instituts du SIAM à Montpellier, puissent éventuellement aussi examiner la possibilité d'associer le SIAM à ce projet. Je le dis volontiers que nous avons à l'Institut de Montpellier, qui est l'un des instituts du SIAM, une centaine d'étudiants méditerranéens qui sont là chaque année, avec beaucoup de ressortissants marocains, pour différentes raisons, qui viennent en priorité à Montpellier plutôt qu'en Italie ou en Grèce où nous avons nos autres instituts.
Et ça pourrait être intéressant justement de les mobiliser dans un projet comme ça, puisque nous, notre objectif au SIAM, c'est toujours de mettre la connaissance au service des besoins des opérateurs, des besoins des États. On n'est pas une université, on n'est pas un centre de recherche, on est un accompagnateur au plan multilatéral de projets de développement sur cette région méditerranéenne. Et notre objectif, c'est que la connaissance, elle soit la plus utile possible. Et ça me permet de dire d'ailleurs que sur ce rapport Méditerra qu'on a mis donc en publication tout récemment, on est revenu sur un certain nombre de problématiques liées. C'est-à-dire, c'est pas juste un rapport qui fait le point sur les échanges agro-commerciaux et les dynamiques logistiques internationales. On est revenu sur les problématiques internes que monsieur a décrit dans le cas du Maroc, parce qu'évidemment, il faut aussi pouvoir commercer en interne et mettre sur les marchés urbains des produits qui ne sont pas immédiatement disponibles. Donc le transport intérieur, l'optimisation logistique intérieure est aussi un volet absolument déterminant. Je dis ça volontiers parce qu'on ne peut pas penser la sécurité alimentaire dans ces pays méditerranéens soit par le simple jeu du commerce international, soit par le simple opération de production interne. Il faut les deux. Il faut produire localement et il faut pouvoir s'approvisionner ou exporter sur les marchés. Les deux sont nécessaires. Et dans ce rapport, nous traitons la problématique de la chaîne du froid. Il y a un chapitre dédié sur cette question qui est déterminante dans des pays où l'été, quand même, les températures montent suffisamment au thermomètre pour mettre en péril des productions. Et on sait, et c'est aussi un chapitre de ce rapport, que l'un des problèmes mondiaux sur la sécurité alimentaire et qu'on retrouve en Méditerranée, c'est le gaspillage. Gaspillage post-récolte, gaspillage pendant les phases de transport. En Égypte, on perd 20% du blé produit, alors qu'on est dans un pays qui est déjà le plus grand acheteur de blé de la planète. 20% de ce qui est récolté est produit en post-récolte, est perdu sur le transport intérieur, est perdu faute de bon conditionnement, etc. Et je ne vous parle pas des taux de perte en fruits et légumes dans ces pays qui restent très élevés. Donc on sait que l'amélioration de la mise en marché, l'amélioration de la sécurité alimentaire dans cette région du monde passe aussi par la réduction des pertes post-récolte et en transport. Avant de parler des problèmes de consommation et de gaspillage dans les assiettes, il faut attaquer les problèmes sur la filière. Et il y a des grands enjeux de coopération dans la région. Et je voudrais juste terminer ce propos en disant que tout à l'heure on parlait des réunions multilatérales que ces États méditerranéens ont eues récemment entre eux, que ce soit dans le cadre du dialogue 5+5 ou de la ministérielle du SIAM qui s'est tenue à Alger le 6 février dernier. La problématique logistique, la problématique de la chaîne du froid, du gaspillage alimentaire a été quand même fortement évoquée par les ministres de tous les pays présents, du nord comme du sud, comme de l'est de la Méditerranée, pointant du doigt que là-dessus, il y avait des problèmes, et pointant du doigt que sur ces problèmes, la seule solution de s'en sortir, c'était d'apprendre des expériences que chacun mettait en place. La mairie d'Istanbul aujourd'hui fait plein de choses sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a un programme national en France. L'Égypte demain doit améliorer sur sa filière blé. Bref, il y a des expériences à partager. Et le projet évoqué précédemment, je crois, va aussi dans un sens d'optimisation, certes logistique et commerciale, mais aussi d'arrêter de gaspiller des ressources aussi vitales. Alors justement, M. Benzine, vous, au sein de votre organisme, qu'est-ce que vous mettez en place pour éviter ces pertes, ce gaspillage? Bon, effectivement, donc, comme a dit M. Alice, donc, effectivement, donc, on produit, et ça fait du mal quand on va gaspiller de produits pour des choses qu'on peut maîtriser et qui sont faciles. Nous, comme j'ai dit, donc, pour éviter ce gaspillage, on fait le contrôle à domicile, c'est-à-dire à la station de conditionnement des fruits et légumes, et en essayant de mieux encadrer les conditionneurs à ne récolter que des fruits répondant à la qualité. Et puis, bien sûr, il y a un marché local, il y a de la transformation, c'est-à-dire pour la fraise, pour d'autres produits qu'on peut surgeler. Donc, il y a une transformation pour essayer de gagner sur ces produits-là. Mais je tiens vraiment à vous dire que bon, le Maroc, parfois, avec ces messages-là qui arrivent de l'Europe, je vous ne cache pas l'inquiétude du parti marocain, parce que la partie marocaine, elle a tout mis, que ce soit l'agriculture, que ce soit le transport, sur le plan logistique, sur le plan production, mais des signaux, c'est-à-dire comme le texte qui vient d'être adopté par l'Union européenne, taxation de produits, tout ça, donc ça fait inquiéter les investisseurs marocains, ça fait perturber un petit peu les gens,
Est-ce que d'aller toujours investir et essayer de construire sur cette filière-là, ou donc là, vraiment, il y a des choses qu'il faut prendre en valeur absolue et mieux cerner le problème, sinon ça va être un petit peu, j'ose pas dire le mot dramatique, mais ça peut avoir des conséquences très néfastes sur la production marocaine. Alors, Monsieur Garmer, dans le cadre de votre métier, comment prenez-vous en compte ces aspects de gaspillage? Vous, il faut que ça transite rapidement. Est-ce que vous avez ce souci d'amener la marchandise dans le meilleur état possible et dans les meilleurs délais? C'est impératif, pardon. C'est impératif de prendre soin de la marchandise. De toute façon, quand on parle de fruits, on a le mot qui collait, qui est respect. Donc on est obligé de respecter le produit. Pour cela, donc, on doit respecter une chaîne de froid, une logistique. Donc toujours aller vite. Entre guillemets, il faut livrer avant d'avoir reçu la marchandise. Donc on a toujours le souci de regarder où on en est notre logistique. Tout à l'heure, je vous évoquais le port de Dunkerque par rapport à Saint-Pétersbourg. Je vous ai dit que c'est le port qui est le plus proche géographiquement, port français le plus proche par Saint-Pétersbourg. Ça offre un transit time de 4 jours. On a le souci des équipements, on a le souci donc du navire, de livraison là-bas aussi. Donc ça, c'est hyper important. On a la même chose actuellement parce qu'on travaille un projet avec le port de Sète, où on est en train d'évoquer un développement avec l'armement que je représente, donc de Tanger, où on veut développer cet aspect-là. Donc encore une fois, l'outillage, le respect donc du transit time, c'est notre préoccupation, en tout cas pour ce qui me concerne moi, dans la chaîne de logistique. On évite les ruptures de charge, ça c'est hyper important, et d'accélérer les mouvements. Voilà. Mais le respect du produit, c'est hyper important. Vous n'avez pas envie de vous intégrer dans ce projet de coopération entre le Maroc et le Languedoc-Roussillon? C'est très important. De toute façon, comme on l'a fait avec Dunkerque, on a énormément développé là-dessus. Moi, je suis bien évidemment heureux si je peux participer à cela. Comme je l'ai évoqué, on a un superbe outil à 7 qui aujourd'hui, c'est dommage, c'est de l'argent qui dort sur les quais. On doit absolument trouver des solutions pour faire fonctionner cette superbe outil. Et je pense que si demain on peut regarder de Tanger de très près, moi j'ai un armement qui est prêt à venir, qui est un armement danois. Pour le nommer, il s'appelle Unifeeder. Il a la partie d'offrir la partie feedering, ainsi que donc la partie affrètement navire. Et il mettrait à disposition à plusieurs armements qui touchent aujourd'hui le port de Tanger, comme des armements comme Maersk, comme Hambourg Sud ou autres. Et là, on pourrait faire venir des produits de partout. Donc il est important pour la région du Languedoc de se pencher effectivement sur ce dossier. Sébastien, si on a pu dire par moment l'absence de pensée collective est pénalisante, est-ce que pour autant tout va mal? Non. Non, tout va pas mal, bien au contraire. La Méditerranée du commerce, des échanges agricoles, des solidarités autour de projets comme ceux qui sont évoqués ici, avec l'occasion, à travers un dialogue et une rencontre, de s'agréger avec d'autres compétences, montre bien que dans cet espace du monde, à la fois la proximité culturelle, la proximité linguistique, la proximité géographique, en fait, permet d'enclencher des dynamiques qui soient vertueuses. C'est bien là tout le défi, c'est que soit les pays méditerranéens entre eux prennent conscience qu'ils ont une interdépendance de fait et pour se construire un avenir commun, et donc ils sont copropriétaires d'un avenir qu'ils ont à partager. Et quand on est copropriétaire, ça nécessite de définir ensemble des règles. Et pour rebondir sur ce que disait Monsieur Benzine, définir ensemble des règles, ça veut dire qu'on ne les change pas ensuite si on s'est mis d'accord avec la personne avec qui on va vivre en copropriété, et de partager ensuite une trajectoire et des tâches, des objectifs, de mener des projets, de penser long terme, et donc de ne pas changer selon l'actualité chaude. Un cap qui serait certes plus froid, mais ô combien nécessaire, qui serait un cap géopolitique d'intégration entre l'Europe et la Méditerranée. Parce que soit on est copropriétaire d'un futur partagé, d'une mer commune qui nous unit plus qu'elle nous divise, soit on est en effet des voisins. Alors est-ce qu'on est des voisins de palier ou des voisins de quartier? Ça, c'est tout l'enjeu des mois à venir pour savoir si on va faire ou non rebondir l'idée qui est certes difficile, mais qui reste quand même très belle, d'avoir une grande région euro-méditerranéenne solidaire. Et la première des solidarités, c'est de travailler sur les sujets qui ont été évoqués jusqu'ici.
Bon, c'était la conclusion de ce débat, une très belle conclusion. Merci Sébastien. Je vous rappelle la sortie du rapport Méditerranée qui est gratuit, en ligne, en français, en anglais et bientôt en arabe, et donc accessible à n'importe qui veut s'y pencher. Merci. Merci messieurs.